Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est le samedi 30 mai 2026 et notre cher ami Ray McGovern est avec nous. Bienvenue à nouveau, Ray. Merci Nima. Ravi d'être à nouveau avec toi. Ray, laissez-moi commencer par ce qui se passait hier. Tout le monde parlait de savoir s'ils allaient annoncer l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe dans la Situation Room à Washington? De l'autre côté, on a entendu du côté iranien qu'ils étaient en train d'évaluer ou de réévaluer la situation. Et Donald Trump, lui, a publié hier qu'il allait lever le blocus sur l'Australie, du moins pour la plupart. Mais ça ne s'est pas produit. Pour l'instant, on n'a aucun signe que les États-Unis aient levé ou même commencé à lever ce blocus commercial. Et voici ce qu'a déclaré le président de la Chambre, Mike Johnson, à propos de la journée d'hier. Bloomberg rapporte que des frappes de missiles iraniennes ont blessé plusieurs Américains sur une base aérienne au Koweït. On sait que le président a passé environ 2 heures dans la salle de crise hier. Il a été très clair. Pas de compromis, pas d'accord. Il pourrait aussi y avoir des votes sur l'Iran la semaine prochaine, des votes sur les pouvoirs de guerre. Selon vous, où en est-on? Eh bien, j'ai parlé au président hier soir à ce sujet, et tu as raison. Il est vraiment concentré là-dessus. Il faut qu'on rouvre le détroit d'Ormuz et qu'on ramène la situation à un point où il n'y a plus de conflit armé. Les Iraniens, tu sais, il y a tout un groupe d'Al-Jihadi là-bas, non? Et je pense que la nouvelle direction veut mettre fin à ce conflit. En tout cas, je l'espère vraiment. Ces types sont fascinants. Une bande de djihadistes l'adore. Il suffit d'enlever toute la question, tout le problème. Alors Ray, quelle est ta compréhension de ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis? Il sera difficile d'écrire les livres d'histoire sur cet épisode, non? Je n'ai jamais rien vu de tel, et pourtant, ça fait un moment que je suis dans ce milieu. La politique étrangère américaine révélée sur Truth Social, avec en plus les coups de colère d'un président qui écoute ou n'écoute pas les conseils qu'on lui donne. Je pense que les Iraniens sont désormais convaincus que, quoi qu'ils sortent de Washington, on ne peut rien en croire. Après tout, le JCPOA négociait dans la douleur. Trump s'en est retiré. Et ensuite, trompé une fois, trompé 2 fois, trompé 2 fois. Et pendant ce temps, les attaques ont commencé, celles des États-Unis et d'Israël, alors même que les négociations étaient en cours. C'en est trop. Ils ne font plus confiance aux États-Unis et ils n'ont pas besoin de leur faire confiance parce qu'ils ont leurs propres conditions, très précises. Et ce qui m'impressionne vraiment, c'est que les Iraniens se soucient sincèrement des Palestiniens et des autres peuples opprimés dans les territoires occupés. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon. Est-ce qu'ils ne pourraient pas, je ne sais pas, conclure un accord un peu égoïste, comme l'ont fait les monarchies du Golfe? Ces dernières, elles, n'en ont strictement rien à faire des Palestiniens ou des gens vivant dans les territoires occupés, au sud Liban, par exemple, ou à Gaza. Donc voilà une première condition, il ne doit plus y avoir d'attaque contre le Liban. Et ça, c'est énorme. Ensuite, on peut parler du point de vue iranien de la levée des sanctions, non? Et puis dans de bonnes conditions, de la réouverture du détroit d'Ormuz, qui, si je ne me trompe pas, était ouvert avant qu'on commence ces attaques. N'est-ce pas? Je pense que c'était ouvert à l'époque. Donc le rouvrir, puis enfin s'occuper de la question nucléaire. Comme toi et moi le savons, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Je veux dire, si les Iraniens cherchaient à se doter d'une arme nucléaire, là ce serait compliqué. Mais ce n'est pas le cas. Personne ne le sait vraiment.
Donc Trump peut très bien dire « J'ai arrêté ça, j'ai obtenu leur promesse de ne pas travailler sur une arme nucléaire. Et ces conteneurs d'uranium hautement enrichis, ou peu importe, on va s'en occuper. Les Russes nous ont déjà aidés là-dessus par le passé. » Donc c'est faisable. On pourrait le faire, mais ce serait plutôt une deuxième étape. Maintenant, bien sûr, chacun a sa propre idée de ce qui doit venir en premier, non? Mais qui tient le volant, au fond? C'est l'Iran. Et dans la mesure où Trump dira un jour « on aura levé le blocus », qu'est-ce que ça veut dire s'il ne le fait pas? On ne peut pas lui faire confiance. Il n'y a pas moyen. Enfin, il n'y a pas moyen de traiter avec quelqu'un d'aussi imprévisible, sur qui on ne peut pas vraiment compter pour tenir ce qu'il dit, ou ce que répètent certains de ses flatteurs. Donc, à mes yeux, c'est extrêmement inquiétant. Parce que soyons honnêtes, si on regarde les raisons et les dessous de tout ça, j'ai pris quelques notes ici, je parle de ce que j'appelle le facteur Epstein. J'en parle depuis longtemps, et il y a maintenant certaines preuves, venant d'un officier du Mossad, qui gérait certaines de ces personnes. Alors, jusqu'à quel point Netanyahou détient-il des informations sur le président? Et dans quelle mesure cela influence-t-il son incapacité à prendre ses distances et sa soumission servile à ce que veut Netanyahou? Je vous le rappelle, j'ai imprimé ces documents parce que je veux les lire pour que tout le monde ait un peu de contexte. D'abord, le 26 février, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui avait servi de médiateur dans ces discussions entre les Iraniens, y compris le ministre Araghchi, et ses agents immobiliers, est venu en disant « on est tout près d'un accord ». Le lendemain, le 27 février, il est arrivé à Washington et a dit « je veux parler à quelqu'un d'important ». On lui a répondu « eh bien, vous devriez parler à J.D. Vance ». Ils ont eu cette conversation, mais il a dû sentir que J.D. Vance n'écoutait pas vraiment ce qu'il essayait de lui dire. Alors il appelle Margaret Brennan de CBS. « Margaret, il faut que je te parle tout de suite. On est tout près d'un accord. En fait, il va y avoir des inspections de l'ONU. L'AIA est déjà sur place. Il pourrait même y avoir des inspecteurs américains ici. On est si proches. Je suis tellement content. On a vraiment bien fait notre travail de médiation. » C'était le 27. Le 28, l'attaque. Le 28 février, donc, l'attaque. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, on le sait, parce que 3 jours plus tard, le 2 mars, voilà ce que Rubio a déclaré. Et franchement, ça vaut la peine de s'en souvenir. Je cite, « Nous savions qu'il allait y avoir une action israélienne. Nous savions que cela provoquerait une attaque contre les forces américaines. Et nous savions que si nous ne les frappions pas de manière préventive, avant qu'ils ne lancent ces attaques, nous subirions plus de pertes. » Donc en clair, Israël nous a poussés à le faire. Ils ont agi. Bien sûr, on savait probablement qu'ils allaient le faire. On leur a sans doute même dit d'y aller. Mais ensuite, il a fallu s'occuper de nos propres blessés. Donc on devait y aller. Maintenant, la dernière chose que je veux dire, c'est quelque chose dont je suis très fier, parce que c'est le lanceur d'alerte le plus haut placé que j'ai vu depuis des décennies au sein du gouvernement américain. Il s'appelle Joe Kent. Il était adjoint du directeur du renseignement national, donc vraiment au plus haut niveau. Et ce qu'il a dit, c'est 2 choses. Le 17 mars, il a déclaré « Je démissionne. Je ne peux pas, en conscience, soutenir l'attaque contre l'Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente. Nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. Mon Dieu, c'est déjà grave de démissionner, mais en plus, dire exactement pourquoi, surtout si ça concerne Israël. Ça, c'est du cran. C'est du courage. D'accord? 2 semaines plus tard, qu'est-ce qu'il dit? Pour qu'un accord de paix fonctionne, il faut d'abord contenir Israël.
Israël fera échouer tout accord de paix, à moins qu'on lui retire l'aide militaire dont il a besoin pour attaquer l'Iran. Parfois, ces types résument les choses tellement bien, en si peu de mots, qu'il faut vraiment les écouter. Ce que je veux dire, c'est que la situation est bloquée pour l'instant, à moins que Trump ne parvienne à se détacher de Netanyahou. Mon Dieu, il est tout à fait possible qu'Israël empêche encore une fois toute chance de paix, parce qu'ils ont tellement à perdre. Je veux dire, Netanyahou est en danger, politiquement, et aussi parce qu'il risque de perdre la guerre. Il y a tellement d'éléments en jeu que je ne suis pas surpris que les Iraniens restent fermes et disent « Voilà nos priorités, voilà nos problèmes, voilà ce qu'on veut obtenir de tout ça, parlons-en. On peut remettre la question nucléaire à plus tard, mais rouvrons le détroit qui était ouvert avant que vous ne preniez ces mesures. Je n'arrive pas à croire que ça fait déjà 3 mois. Et pourtant, oui, 3 mois, mon Dieu. Et vous savez, le monde souffre vraiment. Il va encore plus souffrir d'ici quelques semaines quand il n'y aura plus de livraison, parce qu'aucun navire n'aura quitté la région du Golfe Persique. Je ne veux pas m'étendre davantage, mais voilà comment je vois les choses. Je voudrais juste ajouter ceci. L'une des personnes, l'un des grands hommes d'État que j'admire le plus, c'est George Shultz. Je le voyais un matin sur 2 pour lui présenter, en tête-à-tête, le rapport quotidien du président. J'ai énormément appris de lui. Et quand il a eu 100 ans, oui, 100 ans plus âgé que moi, Nima, il a écrit son dernier article pour la revue Foreign Affairs. Le titre, c'était « La confiance ». Sans confiance, il n'y a pas de diplomatie possible. Et sans diplomatie, on finit inévitablement par tuer des gens, et peut-être même sans gagner. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être que vous voyez les choses un peu différemment. Si c'est le cas, j'aimerais que vous réagissiez. Je ne pense pas que Donald Trump, ni l'attitude de son administration, puissent instaurer la moindre confiance entre l'Iran et les États-Unis. Parce qu'il sort d'une réunion, il s'accorde sur quelque chose en coulisses, ou à travers ses messages écrits qu'il s'envoie avec les Iraniens. Puis, il revient devant les caméras, comme il l'a fait hier, et il dit tout autre chose. Par exemple, le détroit d'Ormuz. C'était l'un des points qu'il a mentionné hier. Selon lui, ils vont l'ouvrir sans péage ni frais. Mais ce n'est pas vrai. Ce point n'apparaissait pas dans la déclaration ni dans le protocole d'accord. L'autre sujet, c'est l'uranium enrichi. Là encore, rien n'était mentionné dans ce protocole. Il n'y avait aucun terme qui y faisait référence, parce que c'est l'étape suivante, pas la première. Et c'est bien là tout le problème auquel ils sont confrontés. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Morandi. Ils sont complètement perdus. Ils ne savent plus à qui se fier, ni à qui faire confiance. Tu as parlé à Morandi aujourd'hui? Oui, j'ai parlé avec lui aujourd'hui. Personne ne sait ce qui se passe aux États-Unis. Personne ne sait. Ray, on a entendu Donald Trump parler d'Oman. Il parle de l'Iran. Et il a dit « je vais les faire exploser ». Et voici ce que le ministre des Affaires étrangères d'Oman a tweeté le 28 février, le même jour où les États-Unis ont attaqué l'Iran. Regardez ce qu'il a dit. « Je suis consterné que des négociations actives et sérieuses aient encore une fois été compromises. Ni les intérêts des États-Unis, ni la cause de la paix mondiale ne sont servis par cette attaque. » Il parle bien de l'attaque du 28 février. Je prie pour les innocents qui vont souffrir. J'exhorte les États-Unis à ne pas s'enfoncer davantage. Ce n'est pas votre guerre. Alors Nima, laissez-moi juste faire un commentaire. C'est précisément la personne dont j'ai parlé, celle qui a servi de médiateur lors des discussions du 26 février. Il était tellement enthousiaste, tellement heureux des résultats, presque au but, qu'il a sauté dans son propre avion privé. Pas besoin d'attendre un vol affrété, pour traverser l'Atlantique et parler à quiconque voulait bien l'écouter. J.D. Vance, ah, intéressant.
Il est donc allé raconter tout ça sur CBS, mot pour mot ce qu'il avait dit à Vance, et le lendemain l'attaque. Alors le jour suivant, il écrit « Mon Dieu, je ne comprends pas, on était si proches. » Moi non plus, je ne comprends pas. D'après ce que vous et lui m'avez dit, vous êtes un peu en colère à ce sujet. Eh bien, moi aussi, bon sang. Et j'imagine bien à quel point le ministre des Affaires étrangères d'Oman doit être furieux à ce sujet. Maintenant que Trump a déclaré, eh bien qu'Oman aussi serait quoi, rasé ou quelque chose comme ça, franchement, ça n'a aucun sens. Sauf que les Iraniens ont montré, depuis 3 mois, qu'ils pouvaient résister au pire. Et le nouvel élément, c'est que la Chine et la Russie soutiennent l'Iran. À mon avis, vu la proximité de ces deux grandes puissances et les enjeux qu'elles ont dans cette affaire, elles ne laisseront pas l'Iran échouer. Et peu importe à quel point Trump doit s'inquiéter des révélations d'Epstein et de tout le reste, quelqu'un de raisonnable doit bien finir par dire « Écoutez, cette situation est sans issue. » Demandons donc aux Russes et aux Iraniens de nous donner assez de rouge à lèvres pour maquiller ce cochon qu'est notre défaite. Disons que nous les avons empêchés de fabriquer une arme nucléaire. Ça devrait calmer pas mal de nos critiques aux États-Unis. Tout ça, c'est de la communication. Et allons-y. Mais lui, il ne le fait pas. Et je vais ajouter une chose. Ce qui me dérange là-dedans, et dans toute cette histoire, c'est que Trump n'a pas l'air de se soucier des élections de mi-mandat. Il devait bien savoir qu'il pouvait fermer le détroit. C'est pour ça que j'étais convaincu qu'il ne se joindrait jamais à Israël dans cette affaire. Et puis pourquoi fait-il ça? Pourquoi insulte-t-il le pape? Quel est le calcul derrière tout ça? Franchement, je ne pense pas qu'il se préoccupe des élections de mi-mandat. Pourquoi? Parce qu'il a son propre plan. En cette 250e année de la République, j'ai très peur que les élections de mi-mandat soient perturbées par des organismes comme l'ICE, la Garde nationale et d'autres du même genre. Et c'est peut-être pour ça que Trump ne semble pas se soucier beaucoup de ce qui se passe en ce moment, avec sa défaite évidente en Iran et tous les autres revers qu'il a subis. Je veux dire, il ne s'en rend même pas compte. Ils ont retiré son nom du Kennedy Center. Oh, c'est terrible, non? Donc vous voyez, il encaisse beaucoup de coups, et la façon dont une personne aussi imprévisible réagit à tout ça, c'est vraiment inquiétant. C'est pour ça que, comme je l'ai déjà dit, je pense que c'est précisément la raison pour laquelle Poutine et Xi, dans une certaine mesure, le traitent avec des gants, lui accordent le bénéfice du doute, au moins dans leur discours, et le distinguent, par exemple, comme le fait Poutine, des Européens qu'il juge fous. Et c'est légitime, parce que Poutine a dit, le 9 mai, « Regardez, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Européens. Nous, on pense la même chose à propos de l'Ukraine. On arrive avec la même solution que les Américains, et on voit les choses de la même façon sur l'Ukraine. Eh bien ça, c'est un sacré changement, non? Donc, ils essaient de s'assurer qu'ils pourront conclure un accord avec Trump si c'est possible. Et tant que ce n'est pas possible, ils vont continuer, renforcer leur défense et rendre encore plus difficile une attaque des Américains ou des Israéliens, ce qui, malheureusement, n'exclut pas la possibilité qu'ils recommencent. Ray, quand tu regardes Pete Hegseth, c'est lui le patron du Pentagone. Et la façon dont il se comporte, dont il parle, dont il, tu vois, s'exprime ou défend sa position, tu trouves qu'il y a la moindre forme de décence dans son attitude? Parce que, enfin, ce type est à la tête du Pentagone. Bon sang. Il devrait y avoir un minimum de tenue. On a eu Lloyd Austin avant. Je ne dis pas que Lloyd Austin était le meilleur dirigeant du Pentagone, mais ce n'est même pas comparable à ce que fait Pete Hegseth. Laisse-moi te passer un extrait où on le voit essayer de convaincre les soldats américains à propos de la guerre au Moyen-Orient.
Et l'Iran a un choix. Venir s'asseoir à la table avec le président et abandonner son programme nucléaire. Et comme le président l'a dit, je perds un peu la notion du temps, c'était il y a 2 jours maintenant. Pendant la réunion du cabinet, j'étais assis juste à côté de lui. Il regarde la caméra et dit « Eh bien, l'Iran peut le faire de la bonne manière, avec un accord autour de la table, ou alors ils peuvent traiter avec mon gars à gauche. Ce gars, c'était moi. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous. C'est de ce que vous êtes prêts à faire. » Ray, toi qui as vu passer tant d'administrations, dis-moi, as-tu déjà vu un type comme ça à la tête du Pentagone? Non, non. Et ce qui est important, c'est la façon dont les Russes voient ça. Ils savent que Hegseth pousse Trump à aller dans ce sens. Lui et Rubio sans doute, les autres suivent simplement le mouvement. Donc si ce type est vraiment aussi déséquilibré, s'il pense qu'une guerre contre l'Iran est une bonne idée, eh bien ils en tiennent compte. Son attitude, c'est une chose. Mais ce que ça signifie à l'intérieur même de la Maison-Blanche, dans les cercles de décision, c'en est une autre, et c'est bien plus important. Je peux imaginer Belousov, qui est à l'opposé total de ce genre d'approche, c'est le ministre russe de la Défense, regarder tout ça et se dire « Mon Dieu, le moment viendra où je devrai parler à ce type. Il va falloir que je me prépare un peu, que je trouve comment lui faire comprendre les choses, parce qu'il n'a pas toute sa tête. » Et bien sûr, il y a ces troupes. USA. USA. Ils ont été endoctrinés, comme tous ceux qui entrent dans l'armée, les marines, la marine ou peu importe. Du coup, ils ne sont pas capables de prendre des décisions réfléchies. Avant, on avait des officiers à des grades un peu plus élevés, pas forcément très hauts. Moi, j'étais capitaine quand j'ai quitté l'armée. Pas besoin d'être très haut gradé. Mais on connaît un peu le monde et on peut se dire « Oh là là, ça c'est une mauvaise idée ». Et on peut dire un peu la vérité aux troupes en leur expliquant « Bon d'accord, on a reçu ces ordres, il faut faire ça ». On aura beaucoup d'objecteurs de conscience comme ça, mais au moins à l'époque il y avait des gens, même parmi les généraux les plus haut placés, certains même sous Kennedy, qui savaient le conseiller. Il y avait un général des marines, un excellent conseiller, qui se moquait de tous ces vrais va-t-en-guerre comme Curtis LeMay, et qui lui donnait de bons conseils. Ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce que comme un capitaine des marines me l'a dit un jour, pour passer de capitaine à lieutenant-colonel, il faut passer un test, et ensuite on te fait une lobotomie, et là tu es prêt parce que tu feras tout ce qu'on te dit. Si c'était une blague, je l'espère, mais c'est pas si loin de la vérité. Ray, on sait que l'un des sujets, comme tu l'as mentionné, c'est la guerre entre Israël et le Liban. Et ça a toujours été le premier point des négociations entre l'Iran et les États-Unis. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais on a vu récemment une forme d'escalade sur ce front. Israël attaque le Liban, tue de nombreuses personnes, détruit leurs maisons, tout là-bas. Et du côté libanais, le Hezbollah réagit en utilisant des drones FPV. C'est une nouvelle stratégie, une nouvelle technique, je dirais, qui semble devenir un vrai problème stratégique pour Israël. Comme l'a reconnu l'un de leurs commandants, ils n'ont pas de solution face à ces drones FPV. Oui, aujourd'hui, on a appris que les roquettes du Hezbollah ont touché leur cible à Kiryat Shmona, dans le nord d'Israël. J'ai vu ça. Ce sont les escalades qui se produisent en ce moment. Et si on regarde du côté de l'administration Trump, est-ce que vous pensez, disons, soyons optimistes, imaginons qu'ils finissent par obtenir quelque chose. Mais qu'en est-il du front? Qu'en est-il de la guerre entre Israël et le Liban? Est-ce que Donald Trump va être capable de faire ça? De forcer Israël
a accepté une sorte de cessez-le-feu, un vrai cessez-le-feu, je veux dire, pas celui qu'on voit en ce moment. Pas dans la situation actuelle. En d'autres termes, les spécialistes du Moyen-Orient qui en savent bien plus que moi sur tout ça vous diraient d'oublier. Israël voit cette situation comme un moyen d'empêcher tout progrès vers un cessez-le-feu ou un véritable accord concernant l'Iran. L'Iran agit pour des raisons existentielles, stratégiques. Israël, lui, agit pour des raisons existentielles, mais politiques. Netanyahou ne peut pas perdre cette bataille. Sinon, il finit en prison ou il doit fuir aux Bahamas ou quelque part du genre. La marge devient vraiment étroite. Très étroite. Les élections approchent en Israël. Toutes sortes de problèmes tombent sur Netanyahou. Alors, est-ce qu'on pourrait voir une attaque sous faux drapeau qui pousserait Trump à, disons, reprendre les frappes? Je m'attends tout à fait à ce qu'Israël fasse tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. Leur réussite dépendra de ce que Trump pense qu'ils ont contre lui et de sa capacité pour une fois à ouvrir les yeux. Si j'étais iranien, je dirais, eh bien, on verra bien ce jour-là. On l'attendra, mais on ne s'y attendra pas vraiment. Ray, passons à la guerre en Ukraine. Elle était censée être terminée en 24 heures, depuis l'élection de Donald Trump. Il avait dit « Je vais mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. Ce sera aussi simple que ça. Je vais y aller, donner une leçon à Zelensky et à Poutine, et ils mettront fin à la guerre. » Et aujourd'hui, plus d'un an après le début de la présidence Trump, la guerre continue. On assiste même à une escalade. On a vu des Ukrainiens utiliser des drones pour attaquer des civils en Russie, tuant des enseignants, des étudiants. Et puis, il y a eu une attaque en Roumanie. Les autorités roumaines ont dit qu'il s'agissait d'un drone russe qui avait frappé certaines cibles sur leur territoire. Ensuite, Vladimir Poutine a pris la parole et a donné une autre version. Je vais te laisser expliquer ce qui s'est passé. Et surtout, comment tu comprends la manière dont la Russie parle de cet incident en Roumanie et ce que la Roumanie essaie de faire passer à propos de cette attaque et de la situation sur le terrain? La conférence de presse, la séance de questions-réponses que Poutine a donnée hier à Astana, au Kazakhstan, vaut vraiment la peine d'être lue en entier. J'en ai d'ailleurs sélectionné quelques extraits. Mais quand il est enfin sorti, très tard, après 1 heure et demie passée avec Loukachenko, le dirigeant du Bélarus, il n'avait plus l'air aussi à l'aise ni aussi sûr de lui. Je me suis dit que Loukachenko avait peut-être insisté sur certains thèmes, du genre « il faut riposter, il faut frapper ces bases de l'OTAN, ou même les capitales de l'OTAN. Allez, il faut y aller. » C'est juste une supposition de ma part. Mais après 1 heure et demie avec Loukachenko à Astana, il ressort et on sent qu'il est un peu agacé. Et la première question qu'on lui pose, c'est « Monsieur le Président, une nouvelle de dernière minute chaque minute. » Ah oui, voyons voir. Voici ma question. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire du drone qui est entré en Roumanie? Oui, je viens d'en entendre parler. Ma question c'est, pourquoi les Européens ne l'ont-ils pas abattu? Vous savez, Poutine, il y a quelque chose de vraiment étrange là-dedans. Je viens juste d'apprendre ce qui s'est passé. On m'a informé qu'il s'était passé quelque chose. Alors, si vous pouviez avoir la gentillesse de m'expliquer encore une fois ce qui s'est réellement passé. Je ne plaisante pas, je ne suis pas ironique. Dites-moi simplement ce qui s'est vraiment passé. Il est dans une humeur assez irritable. Ce n'est pas le Poutine calme et posé. Il ne semble pas vraiment maître de la situation. Bon, alors pourquoi ne l'ont-ils pas abattu? Pourquoi ne pas abattre un drone, Poutine? Vous m'écoutez ou pas? Je ne comprends même pas de quoi tu parles. Avant d'entrer dans la salle, on m'a dit, tu sais, qu'un drone était entré en Roumanie.
J'ai répondu, je ne sais pas de quel drone il s'agit. Alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les médias racontent? Ils disent que c'était notre drone. Qui dit ça? Beaucoup de gens en Europe le disent. Beaucoup de gens, et personne à la fois. Donne-moi un nom précis. Ursula von der Leyen. Ah bon. D'accord. Et ensuite, il continue. Il sort quelques mots durs à propos des Iraniens. Dis-moi une vraie personne qui dit ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il était irritable. Il en a vraiment ras-le-bol de ces attaques de drones. Et maintenant, il entend qu'un drone en Roumanie est encore attribué aux Russes. Je veux dire enfin, est-ce que les Russes vont vraiment tirer un drone sur un immeuble en Roumanie? Franchement, qu'est-ce qui s'est passé, Rick? Il dit qu'il faut qu'on regarde ça de près. Est-ce que Ursula von der Leyen a mené une enquête? Est-ce qu'elle s'est rendue sur place? Non. Alors, sur qui elle s'appuie? Est-ce qu'on a retrouvé des morceaux de ce drone? Bon sang, regardons ça avant de tirer des conclusions. Et puis il ajoute, tu sais, qu'il y avait des débris du drone qui ont été tirés vers l'une des résidences présidentielles près de Valdai. On a rassemblé ces morceaux et on les a remis aux Américains. Donc oui, il est possible de savoir d'où ces drones ont été lancés, quel type de guidage ils utilisaient, et ainsi de suite. Mais ça, il n'en parle pas souvent. Mais ça a dû être une sacrée provocation, que ça se produise au moment même où il parlait à Trump au téléphone. Peut-être que dans le pire des cas, certains aux États-Unis ont cru que Vladimir Poutine se trouvait lui aussi dans cette résidence à Valdai à ce moment-là. Franchement, comment pourrait-il écarter complètement cette possibilité? Donc oui, il est furieux, vraiment en colère, il en a ras-le-bol de ces drones. Et ensuite, quand on lui a posé la question, eh bien, les Lettons, paraît-il, sont prêts à offrir des bases en Lettonie pour que les Ukrainiens puissent tirer des drones et des missiles depuis là-bas. Le SVR, l'équivalent russe de la CIA, a publié un rapport intéressant. Je ne savais même pas qu'ils avaient un service de presse, Nima. Mais apparemment, si. Et ils ont dit, écoutez, on sait, c'est le renseignement russe, la CIA de la Russie. On sait que les Ukrainiens ont convaincu les Lettons qu'ils pouvaient installer des bases de drones en Lettonie et que personne ne saurait jamais quand on enverrait des drones en Russie. Et Poutine dit, vous savez, c'est un mélange de russophobie irréversible et de manque de lucidité. Ils ne savent pas qu'on peut trouver les coordonnées, ils ne le savent pas. Donc, c'était un peu du vœu pieux, mais apparemment ils vont le faire. Alors si ça arrive, dit le SVR, l'appartenance à l'OTAN n'empêchera pas les représailles. D'accord, waouh. Et donc Poutine a été interrogé là-dessus hier, à Astana, au Kazakhstan. Et il dit, eh bien oui, tu sais, si eux font ça, alors ils deviendraient des cibles légitimes, tu vois. Maintenant, à mon avis, si les Lettons ont un peu de bon sens, ils vont annuler ces projets pour ces 5 bases. Donc je ne pense pas que ce sera un problème. Mais si jamais ils le font, à quoi Poutine serait-il alors engagé? À faire quelque chose contre la Lettonie, à riposter contre la Lettonie. La plupart des gens supposent qu'il frapperait ces bases en Lettonie. Moi, je dis qu'il y a d'autres options. Oui, ce seraient des cibles légitimes, mais la Russie a toutes sortes de moyens d'atteindre la Lettonie, certains plus discrets, voire souterrains. Donc il se pourrait que la Russie frappe la Lettonie, et là ce serait frapper un pays de l'OTAN. Et ça, ce serait énorme. Vous m'avez déjà entendu dire que l'OTAN est vraiment en train de se désagréger et que les autres membres de l'Alliance ne peuvent plus compter sur les États-Unis pour respecter l'article 5, c'est-à-dire venir à leur secours en cas d'attaque. Mais vous savez, je ne suis pas Poutine. Et d'après ce que je comprends de Poutine, il va être très très prudent. Il l'est toujours. Et s'il existe d'autres moyens de s'en prendre à la Lettonie, et il y en a, je pense simplement que,
Même de son point de vue, si je me mets à la place de Trump, cette personne imprévisible, changeante, on peut se demander comment il réagirait à une attaque contre un autre membre de l'OTAN. Eh bien, mes conseillers peuvent lui dire « Ah non, il ne bougera pas. » Oui, bien sûr. Facile à dire. Depuis 25 ans, je travaille à construire ce pays. Ma priorité absolue, c'est de ne jamais donner à des gens comme Trump, irascibles et imprévisibles comme il l'est, une excuse pour invoquer l'article 5 du traité de l'OTAN. Alors même si vous me dites qu'il y a 5% de chance, d'accord, ou 10%, c'est déjà trop. C'est encore beaucoup trop quand on parle d'une guerre nucléaire. Maintenant, je peux me tromper là-dessus. J'espère que non. Mais tout, dans l'attitude de Poutine, dans son parcours jusqu'ici et dans la façon dont je pense qu'il voit le monde, tout indique que du point de vue russe, ils sont en train de gagner en Ukraine. Et personne ne le dit jamais. Sur le terrain, ils gagnent vraiment, surtout à Donetsk. Et même si cette année a été lente, elle reste positive pour eux. À mon avis, dans la tête de Poutine, le calcul entre les risques et les bénéfices, c'est que oui, si la Lettonie fait quelque chose de vraiment stupide, elle deviendra une cible légitime. Et il faut se rappeler que Poutine est juriste. Ça compte pour lui. Mais est-ce que les Russes iraient jusqu'à riposter et frapper un pays membre de l'OTAN? Franchement, je n'en sais rien. Je pense que, quand Poutine a esquivé la question, il a simplement dit « Oui, ce serait une cible légitime ». Il n'a pas enchaîné en disant « Et on les écraserait, on raserait Riga et le reste de la Lettonie ». Il n'a pas dit ça. Il pourrait le faire peut-être, mais je ne le crois pas. Ray, je pense qu'il y a un autre point important. Tu parles du cas d'Israël. Eh bien, avec l'Ukraine, on a un peu le même problème, l'utilisation de drones. Les Ukrainiens utilisent des drones. Et comme on l'a vu, ils les utilisent contre des civils. Et puis autre chose, il y a seulement quelques heures, juste avant qu'on prenne l'antenne, on a appris qu'ils avaient frappé la centrale nucléaire de Zaporizhia. Encore une fois, une attaque contre une centrale nucléaire. Tout le monde sait à quel point c'est dangereux, ce genre d'attaque. Apparemment, les dégâts, ils ont percé un trou dans le mur d'une unité, l'unité numéro 6, comme ils l'appellent, mais l'équipement principal n'a pas été endommagé, d'après le rapport de Rosatom. Et alors, Ray, quand on parle de la production des drones, on sait que certains sont fabriqués en Ukraine et d'autres à l'extérieur, notamment au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni fait partie des pays qui les produisent et les envoient à l'Ukraine. Vous avez mentionné la Lettonie. Vous ne pensez pas que, avec l'escalade, parce que la guerre au Moyen-Orient nous détourne un peu tous, vu son importance et son impact sur l'économie mondiale, et avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point la situation en Ukraine devient dangereuse au fil du temps. Et ces gens qui fabriquent ces drones attaquent des civils. Ces attaques mettent une énorme pression sur le président russe, de la part du peuple, des responsables politiques, des décideurs et même des citoyens ordinaires. Tout le monde est en colère face à ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. Et vous ne pensez pas que c'est particulièrement préoccupant, justement en ce qui concerne le risque d'escalade? Et puis comment voyez-vous, avec le temps, Donald Trump définir ou engager une nouvelle forme de négociation, disons? Parce que Rubio a dit qu'il n'y avait pas de négociation en cours pour le moment, qu'il y avait une sorte de pause. Quelle est votre compréhension de cette situation? Eh bien, Nima, il faut revenir à l'esprit de l'Alaska, cet esprit dont les Russes parlent tout le temps. Ça voulait dire que Trump allait faire pression sur les Ukrainiens. Il allait dire aux Européens, écoutez, la guerre va être réglée, arrêtez de continuer avec tout ça. Et moi j'ai pensé que quand Trump a réuni ce que j'appelle les 7 nains, là devant son bureau, 3 jours après l'Alaska,
Il leur passait un sacré savon. En plein milieu de la conversation, il a dit « Oh, attendez une seconde, j'ai promis que j'appellerai Vladimir Poutine. » Attends, enfin, tu pourrais aller prendre un café ou quelque chose comme ça. Je reviens dans 20 minutes. Franchement, bonjour quoi. Donc, c'était clair pour les Européens de l'Ouest et pour Zelensky que les États-Unis n'allaient plus les soutenir. Et pourtant, ils l'ont fait quand même. C'était une violation de l'esprit d'Alaska. De plus en plus de choses européennes, pour une raison étrange, alors que l'Europe n'est pas vraiment très puissante sans les États-Unis. Alors, comment tu expliques tout ça? Eh bien, ça a continué. Maintenant, la bonne nouvelle du point de vue de la Russie, c'est la défense aérienne, la défense antimissile. L'Ukraine, elle, n'en a pas. Les Russes, eux, continuent de renforcer encore et encore. Donc, d'une certaine manière, ces attaques de drones peuvent être vues comme des piqûres d'aiguille dans le grand schéma des choses. Oui. Est-ce que c'est embarrassant? Oui. Est-ce que ça met plus de pression sur Poutine pour qu'il en fasse davantage? Oui, c'est le cas. Bon. À quel point il contrôle encore la situation? Ah, il est passé de 70 à 67%. D'accord, je plaisante. Alors, si les Russes ont une défense aérienne et que les Ukrainiens n'en ont pas, eh bien, je pense à ces 21 jeunes femmes. 18 d'entre elles, parmi les 21 tuées à Lugansk, se préparaient à devenir enseignantes. Elles étaient à l'université, dans une école normale, il fallait les venger. C'était le 22 mai, et elles ont été vengées les 23 et 24. Poutine avait dit qu'il allait le faire. Il avait prévenu tout le monde, et il l'a fait. Maintenant, l'Occident dit qu'ils ont attaqué des cibles civiles et qu'ils ont semé le chaos à Kiev sans distinction. Combien de personnes sont mortes? Eh bien, les Ukrainiens disent 19. Et combien ont été blessés? Le double. Alors, si les Russes essayent vraiment d'anéantir des cibles civiles à Kiev, ils s'y prennent très mal. Franchement, leur tir n'est pas bien réglé. Ce qu'ils visent, ce sont des cibles militaro-industrielles. Et apparemment, il y en a encore beaucoup à Kiev. Ils essaient de pousser les habitants à partir pour éviter justement... Enfin, ce mythe selon lequel les Russes viseraient délibérément les civils ne tient pas. Quand on voit que même après avoir été provoqués, 21 jeunes enseignants en formation tués, le lendemain, non seulement un arachnik, mais aussi toutes sortes d'autres missiles. Des modèles modernes, 19. Vous voyez, il faut garder tout ça en perspective. Et encore une fois, ce qui, à mon avis, sauve la situation, c'est que Poutine dit « Nous sommes en train de gagner en Ukraine. Il n'y a plus rien, absolument rien, que les Européens puissent faire maintenant pour nous battre sur le terrain en Ukraine. » Les États-Unis et nous, on voit les choses de la même manière. Même Medvedev, le plus virulent, dit dans son dernier paragraphe « Oui, nous pensons que les États-Unis sont sincères, c'est son mot, dans leur volonté d'en finir avec cette affaire. C'est juste que, vous savez, on ne peut pas utiliser leur aide pour le moment. Ils sont distraits par l'Iran et il viendra un moment où on pourra se retrouver. Le point essentiel, c'est qu'il y a ici une comparaison à faire. Les Russes ne vont pas se contenter d'une simple victoire militaire en Ukraine. Cela annoncerait une autre guerre dans 3, 4 ou 5 ans, d'accord? Ce qu'ils veulent, c'est une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Et ils vont avancer progressivement en essayant de ne pas tuer trop de cousins ukrainiens, et ainsi de suite, et de se débarrasser des nazis après avoir éliminé l'armée. Alors si on regarde bien, ils jouent un peu les cool hand look, quoi. Ils pensent sur le long terme. De la même façon, les Iraniens n'accepteront pas une sorte de faux cessez-le-feu. D'accord? Pour eux, c'est une question existentielle, vraiment. Donc on a ce parallèle que je trouve assez juste et qui montre la ténacité et la résilience qu'on peut observer à la fois en Iran et d'une certaine manière dans les objectifs soviétiques en Ukraine. Et tant qu'on ne prend pas ça en compte,
Tant qu'on ne regarde pas plus loin que 2 ou 3 mois, ou même 2 ans, comme on a tendance à le faire à Washington, on ne comprend pas vraiment. On ne peut pas gagner ce genre de choses rapidement. On ne peut même pas avancer vite. Il faut comprendre d'où viennent les autres, ce qui les motive. Et ça, pour une raison ou une autre, c'est quelque chose que les Américains ont du mal à faire. On était bien meilleurs à ça, autrefois. Aujourd'hui, c'est un art qu'on a un peu perdu. Ray, tu penses que si les États-Unis décident de faire quelque chose en Ukraine, ce seront les mêmes personnes? Je parle encore de Jared Kushner et de Steve Witkoff, de retour à la table des négociations. Imagine un peu, tu as Lavrov comme ministre des Affaires étrangères de la Russie, et tu dois négocier avec Kirill Dmitriev. Je ne parle pas de lui en tant que personne, parce que ce n'est pas un négociateur, ce n'est pas un diplomate, c'est un homme d'affaires. Il connaît le marché, il connaît tout du marché, mais ce n'est pas un négociateur, ce n'est pas un diplomate. Et c'est ça le principal problème de l'administration Trump. C'est aussi le principal problème avec l'Iran et avec la Russie. Ils ne voient personne, aucun négociateur du côté des États-Unis, avec qui parler, avec qui négocier. C'est à mon avis le vrai problème. Vas-y. Non, je dirais que vous avez tout à fait raison là-dessus. Je pense que c'était une marque de courtoisie envers Trump que Poutine reçoive ses représentants personnels. Enfin, ce n'est pas comme s'ils étaient venus en agent immobilier, même si franchement, c'est un peu comme ça qu'ils se comportaient, non? Je me souviens d'une fois où ils sont arrivés un samedi soir. Ils ont commencé à négocier vers 11 heures et n'ont terminé qu'à 4 heures du matin. Et Poutine est resté là tout du long. Plus tard, il a dit « Oh, c'était terrible ». Mais on a passé en revue chaque point et on a bouclé le document comme ça. Voilà. Donc pour les Iraniens, c'est terminé. Je ne vois pas ça comme ça. Je pense que si quelqu'un disait « Ah, le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, nous avons Witkoff au téléphone » et qu'il répondait « Dites-lui que je le rappellerai », eh bien peut-être, vous voyez, je sens que ça pourrait venir soit d'un côté ukrainien, soit du côté iranien. Et si à un moment donné, dans les mois qui viennent, Trump insistait en disant « Écoutez, c'est mon homme », alors je pense que les Russes diraient probablement « Très bien, mais est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un avec lui qui connaisse un peu l'Ukraine ou un peu l'histoire de la Russie ?» Donc ce genre de choses peut se gérer avec un peu de finesse. Mais à mes yeux, c'est le reflet de quelque chose, de quelque chose qui n'est pas vraiment de la servilité. C'est plutôt une forme étrange de diplomatie, celle qu'on doit pratiquer avec quelqu'un qui est narcissique. D'accord? Et donc après que Poutine a appelé Trump, et c'est ça le point important, quand l'appel vient dans ce sens-là, c'est parce que Poutine veut que Trump fasse quelque chose. D'accord? Presque tous les autres appels vont dans l'autre sens. Je me souviens, en octobre dernier, Poutine a appelé Trump et il lui a dit « Écoutez, on a entendu dire que vous envisagez de donner des Tomahawks à l'Ukraine. » Et Trump répond « Oui, en fait, il doit venir demain. » Et Poutine lui dit « C'est une très mauvaise idée, Monsieur le Président. Une vraiment, vraiment mauvaise idée. » Cette fois-là, ils sont restés 2h30 au téléphone. 2h30, d'accord? Le lendemain, Zelensky arrive à la Maison-Blanche et Trump dit « Vous savez, on a vraiment besoin de ces drones pour nous-mêmes. Pas de ces Tomahawks, on en a besoin pour nous. » C'était donc en octobre dernier. Et puis juste avant la fête du 1er mai, je crois que c'était le 29 avril, Poutine rappelle Trump, cette fois seulement 1h30, mais il lui dit « Écoutez, vous vous rendez compte de ce qui va se passer. » Ce que je serais prêt et même impatient de faire si jamais ces Ukrainiens gâchent mon défilé du 1er mai. Tu sais ce qui va se passer. Et lui, il dit, « Écoute,
Je ne me fie à aucune parole. Je ne fais pas confiance aux Ukrainiens. Mais tu m'as dit que tu avais un peu d'influence sur eux. Tu me l'as dit en Alaska. D'accord. Alors, si tu as la moindre influence, arrête-les ici et fais-le publiquement. Comme ça, je n'ai pas à m'en inquiéter. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que Poutine a de bonnes raisons de penser que quand les choses se corsent, Trump garde encore une certaine influence sur Zelensky. Avec les Européens, beaucoup moins, curieusement. Du coup, il se dit, quand il faudra vraiment agir, je peux me servir de Trump. Et je crois que ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin de cet appel téléphonique, Ushakov, son principal conseiller sur ces questions, fait un compte-rendu. Comment ça commence? Le président de la Russie a remercié et félicité le président Trump pour avoir échappé à une balle tirée par un assassin. Encore une fois, une défense héroïque. Il a aussi remercié Madame Trump, Melania Trump, pour tout le travail qu'elle a accompli avec les enfants séparés de leur famille, et ainsi de suite. Puis il en vient au vrai sujet, à ce qui s'est réellement passé, et le ton du texte devient plus dur. Et bien sûr, Poutine lui-même a déclaré que si une attaque contre l'Iran reprenait, ce serait totalement inacceptable. Le mot « totalement » se dit « совсем » en russe. Cela ne veut pas dire en particulier, comme certains le traduisent, mais bien complètement, entièrement, totalement inacceptable. Et 2 jours plus tard, pas par hasard, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, très posé dans son ton, a dit exactement la même chose, totalement inacceptable. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il lance ses avertissements dans des termes très clairs. Mais quand il s'agit de ménager l'ego de Trump, eh bien on a vu à quel point Xi l'a traité avec diplomatie à Pékin. Et vous savez, bien sûr, il a accordé beaucoup plus d'attention à Poutine, mais il est resté discret et diplomate. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, en regardant certaines de ces images, j'ai vraiment repensé à ce moment où Trump, avant d'aller en Chine, avait dit, vous savez, je vais recevoir une grande accolade de Xi. Eh bien, aucune des images que j'ai vues ne montrait que Xi avait envie de faire ça. En fait, je ne sais pas si c'était par prudence ou autre chose, mais il gardait ses distances, d'accord? Quand Poutine quitte Pékin, ils marchent tranquillement, ou bien leurs traducteurs échangent, et on sent presque la camaraderie qu'il y a entre eux. Après tout, c'était quoi? La 25e visite de Poutine à Pékin. Ils se sont parlé 40 fois au cours des... Enfin bref. Et là, on voit Poutine qui... Ils vont se dire au revoir et Poutine ne va pas faire le premier geste. Il reste là immobile et Xi s'avance. Et puis voilà, c'est fini. Poutine s'en va vers le train ou l'avion, et que fait Xi? Il lui dit au revoir, tout simplement. Vous savez, moi, j'aime m'appuyer sur des faits concrets, des choses tangibles quand j'analyse une situation. Mais parfois, on le voit bien, une image vaut 1000 mots, et je crois que cette image disait tout. Ce changement tectonique est à l'œuvre dans tous ces domaines, peut-être même à Cuba. On pourra en reparler plus tard. Mais là, c'est 2 contre 1, bon sang, 2 contre 1. Et ces 2-là vont pas vous laisser couler, ça vous pouvez en être sûr. Oui. Merci beaucoup, Ray, d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, Nima, c'était toujours un vrai plaisir. Toujours.